plus attendre, on te retrouve sur scène, Xavier. On va beaucoup parler là de très concrètement ce qui se passe, notamment avec Microsoft, OpenAI. Tu veux nous montrer vraiment des exemples très précis. Pourquoi, mes deux premières questions, c'est pourquoi c'est un choc? On l'a un peu dit ce matin, mais pour toi, voilà ton point de vue. Et puis, pourquoi ça nous paraît aussi accessible? Oui, alors je voulais partager d'abord, effectivement, pour répondre à ta question. Alors, on va voir si ça marche, les slides, on va essayer. Des petits éléments. Est-ce qu'on peut voir les slides? Petit souci de slide. Donc en attendant. Voilà, en régie, voilà, on va tout. Voilà, c'est moi ce slide-là qui rime à rien. Voilà, je voulais partager en fait pourquoi en fait c'est une révolution, c'est parce que c'est accessible. Et donc vous partagez un peu. J'ai décidé en fait, j'ai aussi un groupe de rock qui est moins bien que ça. Bravo encore. Et j'avais décidé de faire des vidéos générées par AI, mais uniquement par des prompts textes. Voilà. Et donc pour vous partager, voilà le résultat que j'ai généré. Alors, pas tout à fait. En fait, ça, c'est l'input des prompts textes derrière. Et ensuite, je me suis créé un serveur. Alors, c'est vrai que je suis un peu geek et voilà, j'utilise ChatGPT pour ça aussi. Alors là, juste pour nous dire, pour créer ça, tu as fait quoi comme Alors, déjà, pour créer ça, alors comme je suis paresseux, effectivement, ce que je voulais, c'était créer une vidéo. Alors, c'était l'histoire du cognac depuis le début des temps. Derrière, mais sauf que je suis paresseux, donc j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, tu es un assistant, donc il faut le prompter correctement, tu es un assistant qui est spécialisé dans la génération d'images, propose-moi une série de prompts qui va décrire justement l'histoire du cognac derrière. Donc il m'a généré un certain nombre de choses, que j'ai aussi un peu corrigées, et qui ensuite que j'ai transformé, on va voir si ça marche, oui c'est ça, voilà, ça marche, voilà, dans une vidéo, voilà. Et donc le point de principe, c'est que moi je suis très mauvais à dessiner, la vidéo elle dure 2-3 minutes derrière, elle est un peu crado sur certains éléments, mais en fait, on peut créer aujourd'hui facilement des choses entre finalement traduire du texte en quelque chose. On a parlé tout à l'heure du texte en code, du texte en un autre texte, du texte en photo, voire du texte demain en vidéo. Alors pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué donc là, à paramétrer. ça veut dire que dans l'écran précédent, tous les prompts que l'on voyait, toutes les phrases, voilà, ont donné lieu à ça. Voilà. Et d'ailleurs, si j'avais fait retourner mon serveur, il me donnerait des images légèrement différentes. Donc on va voir qu'il y a un côté probabilistique. Donc c'est vrai que du coup, je m'amuse à générer. Alors c'était pour mon groupe de rock, je voulais générer des choses qui, voilà, la chanson Watermelon Sugar, si vous la connaissez, d'Harry Styles, voilà, qui m'a généré un certain nombre d'images de ce type-là. Je ne sais pas si c'est vraiment tout à fait ce que voulait exprimer Harry Styles, mais ça, on n'y viendra pas en détail. J'ai aussi généré, voilà, vous me reconnaissez, et c'est ma guitare. Voilà, et on peut dériver finalement des choses, tout ça en prompt texte derrière. Donc voilà, il va dériver sur des environnements futuristes. C'est que là, tu lui as demandé un texte, mets-moi avec ma guitare dans un environnement voilà, futuriste. Et je lui mets quelques éléments futuristiques, etc. Il va me générer des choses, donc il va me proposer des choses, voilà, statistiquement finalement, qui vont me créer, là, en l'occurrence, des vidéos. Tout ça, voilà, pour illustrer voilà, des photos. Là, c'est de la reconnaissance dans une vidéo. Donc, c'est des modèles qui existent derrière, où il va reconnaître des objets dans une vidéo. Donc, c'est un modèle qui s'appelle Florence, en hommage à Florence Nightingale, qui, je ne sais pas si vous le savez, une infirmière statisticienne pendant la guerre de Crimée, qui a sauvé beaucoup de monde derrière. Voilà, une super histoire d'une femme dans les maths et les statistiques derrière. Mais donc voilà, c'est un modèle qui permet de reconnaître dans une vidéo des objets. Donc vous voyez ce que ça peut générer. Et puis je voulais, alors juste avant, voilà. Donc le point surtout, c'est aujourd'hui c'est accessible. Donc vous le voyez d'ailleurs avec ChatGPT. ChatGPT, c'est accessible, vous pouvez le faire. On va voir un peu les biais qu'on peut avoir, nous, de penser que c'est une intelligence, mais l'outil qui statistiquement va prédire en fait le prochain mot, ou va proposer une traduction du mot en quelque chose, en l'occurrence une vidéo autre, finalement, n'importe qui, à travers le monde, n'importe quel développeur, n'importe quelle entreprise peut y accéder aussi à moindre coût, puisqu'en fait, c'est une API, on a ce point de vue technologique. Donc en fait, c'est ça la révolution, c'est que un certain nombre de choses ont été faites depuis à peu près une dizaine d'années, que personne n'avait pas totalement vu venir. Le partenariat, par exemple, entre Microsoft et OpenAI, il y a 4 ans. Donc, en fait, le travail d'ingénierie avec OpenAI et Microsoft, c'était il y a 4 ans. La première annonce où Microsoft a annoncé un investissement d'1 milliard, qu'il a renouvelé avec 10 milliards en début d'année, qui a donné lieu, en fait, à des outils pré-entraînés que n'importe qui peut derrière utiliser. Et donc, ça ouvre un champ, voilà, derrière, qui étonne dessus. Et je voulais mettre un petit exemple supplémentaire ici, que vous pouvez faire, puisque nous intégrons GPT dans nos outils, dont Bing. Donc, si vous voulez utiliser d'ailleurs GPT-4 gratuitement, le meilleur moyen, c'est d'utiliser Bing. Hein. Tout le monde connaît Bing? Ouais, je voulais être sûr, on ne sait jamais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est je mets cette image-là, vous pouvez le faire, cette image-là en entrée. Maintenant, le Bing reconnaît les images.
Et donc, je ne raconte pas ce que fait cette image-là. Hein. Je mets juste cette image en entrée. Et la première question que je lui pose, c'est que se passe-t-il quand le gant tombe? Voilà, il me dit bonjour, c'est Bing, etc. Et puis il me dit voilà, ça va tomber, ça dépend des situations, etc. Mais il va comprendre quand même un déséquilibre. Et puis, je peux, et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'IA générative, il dire mais explique-moi. Voilà, le côté qu'on appelle explainability, explication, explicabilité, c'est pas un joli mot derrière, qui dit explique-moi. Et en fait, il va m'expliquer, puis même aller assez loin dans l'explication de la force de gravité, etc. derrière. Donc ça, c'est aussi disponible déjà. Donc on voit le champ que ça ouvre aujourd'hui dans tout ce qu'on peut faire au jour le jour. Donc on peut imaginer, tiens, j'applique ça au monde du sport. Je mets une position de joueur de foot. Alors, les Américains aiment bien le foot américain parce que c'était très stratégique, mais même, n'importe quelle position de mes joueurs, et je dis tiens, après cette action, qu'est-ce qui pourrait se passer, ou qu'est-ce qui est bizarre dans cette action aussi. Qu'est-ce qui est bizarre dans cette action? Il peut proposer finalement des choses auxquelles on n'avait pas pensé derrière. Alors, du coup, j'ai un certain nombre d'exemples. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais pour vous montrer la force de ces modèles-là, dont ChatGPT fait partie. Encore une fois, il y a d'autres modèles, mais celui-là est complètement disponible, en particulier dans Azure. Là, à gauche, j'ai mis un texte copié-collé que je ne comprends pas et personne ne le comprend. Je ne lui ai pas indiqué ce que c'était. Et quand je lui dis décris-moi ce que c'est, intéressant, c'est qu'il a compris que c'était ce qui s'appelle du PNR, du Passenger Name Record, donc dans le domaine du travel et du airline, derrière. Et donc, il va me le transformer, me le traduire en quelque chose, en l'occurrence, qui est beaucoup plus compréhensible pour moi. Donc, vous voyez que ces modèles qui sont pré-entraînés, c'est le P de GPT, permettent finalement, ont embarqué une certaine forme de connaissance, mais surtout de langage derrière. Petits exemples, évidemment, vous pouvez résumer, ça je pense que tout le monde l'a fait aussi, donc des résumés de rapports extrêmement compliqués, donc là en l'occurrence c'est le rapport de Microsoft, et de lui demander des choses, c'est-à-dire à la fois raconte-moi les éléments marquants de ce rapport, de façon simple, un enfant de 5 ans par exemple, ou même mets-le-moi dans un format que je puisse complètement réutiliser, automatiser, ce qui est le côté en bas à droite derrière, et donc, mais je ne lui ai pas expliqué la nature finalement de ce document. Et puis dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est une conversation, alors qui peut être téléphonique, qui peut être écrite, puisque voilà, on peut transférer, on l'a vu avec Sébastien tout à l'heure sur April, on peut transformer le speech tout texte. Transformation à gauche d'un projet, donc vous imaginez un compte-rendu de réunion projet derrière. Et donc je lui ai demandé de le transformer en ce qui s'appelle Mermaid, ce qui est un format en fait de Microsoft Planner, c'est un format planning pour ceux qui connaissent, donc il m'a mis du code. Et ce qui est intéressant dans ce format, c'est qu'ensuite, je peux le visualiser dans l'outil Microsoft Planner. Et c'est le bal qui m'a mis. Vous voyez que j'ai transformé une conversation en quelque chose qui est visuellement beaucoup plus jouable, appréciable, on va dire travaillable derrière. Il m'a même identifié un champ qui est les risques identifiés dans le projet. Alors que je lui avais rien demandé, il a trouvé ça dans la conversation derrière. Alors justement, vous avez compris, le but là, c'est on a Xavier qui est là de Microsoft, c'est pas faire la pub de Microsoft, mais comme on connaît tous ces outils, c'était quand même très marquant. Et justement, à quand j'ai ChatGPT dans Microsoft Office, et là, je pense que il y a quand même des choses assez bluffantes dans ce qui est en train de se déployer. Ouais, alors effectivement, et donc OpenAI, enfin en tout cas ChatGPT, je disais, ça date d'il y a 4 ans, le partenariat entre Microsoft et OpenAI avec Sam Altman derrière. Donc en fait, ça a généré beaucoup de roadmaps de développement qui sont en train ou qui sont déjà sortis depuis le début de l'année. Et donc, on a 2 champs de travail pour vous dire dans la stratégie Microsoft. Le premier, c'est l'intégration dans tous les produits et services de cette interface conversationnelle. C'est-à-dire que même pour Microsoft, ces produits sont transformés, sont disruptés par cette interface conversationnelle. Donc, on a parlé ce matin de GitHub, l'interface développeur, mais dans Office, l'Office s'appelle Microsoft 365 Copilot, mais en tout cas, l'intégration de l'interface conversationnelle dans Office est déjà ce qu'on appelle en private preview. Il y a des clients, même français, qui sont en train de le tester. Et donc, ça veut dire que vous allez le voir arriver dans quelques mois, 6 mois, 1 an, quelque part, parce que c'est le classique du développement produit, mais c'est déjà prévu. Et donc, pour vous dire un peu ce que ça peut générer, c'est par exemple, je rentre de vacances, j'ai un paquet d'emails, derrière à attraper, je vais demander à mon interface copilote, on l'appelle, l'appelez pas Clipper, s'il vous plaît, qui est pour ceux qui sont de la génération comme nous, Fred, et je vais lui demander, trie-moi les emails critiques. Et donc, et les autres, mets-les-moi de côté, je les verrai après. Propose-moi des réponses automatisées que je vais valider derrière. Transforme-moi un document Word en PowerPoint, par exemple. Enfin, tous ces use cases-là, transforme-moi une série de chiffres qui sont sous Excel en un paragraphe d'explication que je peux intégrer directement. Donc, vous voyez, c'est le côté traduction
derrière du modèle de langage, interface conversationnelle pour interagir avec mes outils Office aussi. Donc c'est aussi, ça c'est la première partie. Là, c'est disponible quand, enfin, quand est-ce qu'on pourra justement bénéficier? Parce que là, je pense que quand on nous dit cherche-moi tous les emails critiques, tout le monde a envie. Réponses. Voilà, donc ce qui est important, et on va le revoir, c'est pas de ChatGPT juste dans Office. On en a un peu parlé ce matin. C'est important, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, quand vous voulez implémenter ça, ce qui est important, c'est que moi, quand je vais poser cette question à Office, en fait, j'ai un manager au milieu, un orchestrateur qui connaît mon contexte d'entreprise, qui est capable d'aller chercher les données, mes Word, mes documents, etc., et qui va utiliser, donc en l'occurrence ce modèle OpenAI, pour ensuite traduire quelque part en quelque chose qui fait sens pour moi, basé sur ces données d'entreprise derrière. Et donc ça, d'ici fin de l'année, début d'année prochaine, ça va progressivement se généraliser derrière dans les outils. Y compris, on a des enregistrements de réunions Teams. On va pouvoir... Alors voilà, donc ça, les enregistrements de réunions Teams existent déjà. Les récapitulatifs de meetings, c'est-à-dire qu'à la fin d'un meeting que vous avez enregistré, il vous fait un compte-rendu, voire une proposition du compte-rendu d'action. Ça existe déjà, c'est déjà live dans un des produits de Teams. Et effectivement, la faculté supplémentaire qui va être « j'ai loupé cette réunion, je vais interroger finalement le compte-rendu de réunion », c'est-à-dire je vais dire est-ce que tu peux me le résumer, qui a parlé de quoi, etc. Ça, c'est dans Microsoft 365 Copilot, donc ça va aussi arriver. Donc, oui, donc ça, voilà, puisqu'on a beaucoup de choses à dire, donc j'en profite. Mais donc ça, ce qui est important de comprendre, c'est même pour Microsoft, et donc c'est vrai pour toutes les entreprises, l'IA conversationnelle vient bouleverser nos propres produits. Donc c'est aussi une opportunité pour nous d'apporter plus d'enjeux de productivité pour les entreprises. Et puis la deuxième partie, c'est, je l'en ai parlé un petit peu ce matin, c'est de pouvoir proposer ces modèles génératifs derrière aux entreprises pour qu'elles-mêmes elles puissent y travailler. Alors justement, et on l'a vu tout à l'heure rapidement dans la table ronde qu'on avait avec Sébastien Limousin d'April et Gilles, il y a tout ce qui est la propriété des données, enfin ces data, voilà, quand Microsoft travaille, Microsoft ça va, mais quand je suis une entreprise, je suis l'entreprise BFM, on s'échange des documents, je lui demande de lire mes mails, quelle est la garantie que dans les data, on va rester vraiment dans notre contexte? Oui, donc effectivement, je pense qu'il y a une différence vraiment fondamentale entre OpenAI qui vit sa vie, même si Microsoft investit dedans et qui a vocation à continuer à développer des choses, etc. Et puis nous, on va déployer ces modèles dans l'environnement cloud, en l'occurrence, donc il va respecter tout ce que te dit Frédéric, comme un service cloud comme un autre. Donc on est dans un monde entreprise dans lequel les données sont vos données. Vous n'allez pas réentraîner le modèle. On a vu quelques cas dans la presse où des gens allaient finalement directement sur OpenAI et retrouver ces éléments-là ailleurs ou visibles des autres. Donc ce qui est intéressant technologiquement, alors c'est difficile à expliquer, mais c'est qu'on va déployer ces modèles, ils sont pré-entraînés. Donc en fait, vous pouvez bénéficier de ces modèles, mais dans votre environnement d'entreprise derrière. Et donc, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir bénéficier de ces modèles, et il y en a d'autres, éventuellement plus adaptés selon vos données derrière, mais il va falloir l'agrémenter avec vos données d'entreprise. C'est-à-dire que la clé aujourd'hui, et ça se fait assez rapidement, c'est que si vous n'avez pas les bonnes données d'entreprise, à la fin, vous allez produire des choses qui ne sont pas pertinentes derrière. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais vouloir, je me pose des questions sur le futur de la télévision avec la SVOD, etc. Il va aller chercher dans des échanges, et je veux que ce soit dans l'entreprise, il va aller chercher dans des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres collègues, exactement, des réunions, etc. Il va nullement aller chercher des recherches que j'ai pu faire sur Internet. Il ne va pas les agréger, les ramener. Ce qu'il faut comprendre, et c'est deux choses sur ces modèles génératifs qui évidemment questionnent. Enfin, il y a plusieurs choses. D'abord, il peut halluciner. Donc, vous le savez, halluciner, c'est quoi? C'est qu'il va vous proposer des solutions. Quand il ne sait pas, il va inventer. Quand vous le matchez avec vos données, vous pouvez le cadrer pour qu'il n'invente pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspect créativité de l'IA générative, c'est une feature, c'est une fonctionnalité, c'est pas un bug. Donc, la question, c'est effectivement de l'agrémenter, comme tu dis, avec ces données, derrière ces données d'entreprise, ou si vous faites l'expérience Bing, par exemple, Bing, ce qu'il fait quand vous utilisez derrière le mode conversationnel, c'est qu'il va aller chercher les données sur le web, il va vous montrer les sources et il va utiliser finalement ce modèle. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est que ce modèle, c'est un modèle de langage, c'est-à-dire qu'il a une compréhension du langage qui est incroyable. Derrière, ça n'est pas un modèle de connaissance. D'ailleurs, ce modèle a été pré-entraîné, il s'arrête à fin 2021. Donc il ne faut pas l'utiliser pour savoir qui est le président Trucmuche aujourd'hui. Il faut le matcher avec des données pour qu'il puisse comprendre finalement le langage et traduire des choses qui puissent nous faire gagner du temps. Une question là, comment préparer son entreprise à l'intégration de ChatGPT, enfin de ces IA? Oui, on en a un petit peu parlé ce matin. Tiens, c'est important de dire de ces IA. C'est extrêmement important. Il n'y en a pas qu'une seule IA, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, exactement. Alors l'IA n'est pas nouvelle, il y a d'autres types d'IA. Sur l'IA générative spécifiquement, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas un sujet d'adoption.
Tout le monde en veut. D'ailleurs, je crois il y a une étude qui était parue qui disait que la plupart des employés, je crois que c'est 40%, utilisaient déjà en direct ChatGPT sans forcément le dire à leur boss. Ce qui pose des questions de confidentialité de données, comme on dit. Donc on n'a pas un sujet d'adoption, on a un sujet de le faire correctement. C'est-à-dire que ce qu'on voit, et Gilles en parlait un petit peu, c'est que c'est extrêmement disruptif, on a tous envie, donc l'adoption elle est là, tout le monde a utilisé ChatGPT, tout le monde a envie de le faire, tout le monde a envie de gagner du temps. La différence, c'est que si on ne le fait pas bien, si on ne sait pas bien prompter, ce qu'on sort ne va pas être cohérent. Et donc, on a plutôt un sujet de cadrage et de gouvernance à l'utilisation de ce type de données pour qu'ils puissent nous faire gagner du temps, donc sur l'ensemble des employés, mais avec ce qui était différent peut-être de la transformation digitale d'avant, c'est-à-dire un outil qui a une faculté, parce qu'elle est conversationnelle, finalement, on a envie d'itérer, c'est peut-être la première fois, c'est là où on a une rupture en termes d'expérience client ou employé. On a envie, ça semble hyper fluide, alors que c'est un modèle à la fin mathématique statistique derrière. Donc en fait, on va avoir à former des gens sur des formes de prompt academy, sur une façon de prompter pour s'assurer que les gens l'utilisent correctement avec les bonnes confidentialités de données. Le prompt, on le rappelle, c'est la ligne de commande. C'est la ligne de texte. Faut le rappeler derrière. Donc oui, il y a un enjeu d'accompagnement qui va permettre, je pense, l'enjeu derrière des métiers, c'est-à-dire d'accompagner les métiers, à dire, voilà, finalement, ces métiers de col blanc, dont certains appellent ça sur une partie sujet d'automatisation pure, trier mes mails, c'est une perte de temps pour moi. Si je peux déléguer cette fonctionnalité à une IA en format d'assistant, oui, je vais me recentrer sur une partie créativité. J'aurai plus d'énergie et de temps pour faire des choses qui correspondent à faire de la stratégie, organiser, etc. Et donc tout ça, on va le voir arriver d'ici la fin de l'année. Il y a une autre question là qui concerne Bing, justement, Bing et OpenAI, une concurrence du moteur de recherche. Oui, moi, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On est en train de rebattre les cartes un peu. Ouais, sans rebattre les cartes. N'a pas la même part de marché. Bing n'a pas la même marché que Google. Effectivement, l'intégration de cette interface, on voit, il y a eu besoin, puisqu'il y a eu un saut quand même sur le nombre d'usages derrière via cette interface conversationnelle powered by OpenAI derrière. Maintenant, comme je disais, Bing a une très faible part de marché, c'est à peu près entre 5 et 10% du marché mondial, suivant les pays qu'on regarde. Donc je vais dire, oui, Bing est déjà une concurrence, on va dire peut-être qu'elle est plus légitime aujourd'hui parce qu'il y a cette adoption-là d'outils, quoi. Dernière question. La prochaine étape, on a beaucoup tout à l'heure parlé de régulation, on en a un petit peu parlé de régulation, je pense que c'est la question qui hante un peu tout le monde. Et puis la question de responsabilité, sustainabilité, tout ce qui est autour du durable. Là-dessus, sur quoi tu travailles aujourd'hui ? Ouais, alors ce qu'on travaille, c'est moins aujourd'hui augmenter le nombre de paramètres de ces modèles. En fait, GPT-4 a une telle capacité que le sujet est moins d'avoir GPT-5 en fait que des possibilités de pouvoir rentrer, donc ça c'est le premier point en amont, ce que j'ai montré sur le multimodal, c'est-à-dire je rentre une vidéo, une photo, n'importe quel élément, il est capable de me le comprendre, de me le traduire derrière. Le deuxième élément, c'est on a besoin d'outils, de responsabilité pour cadrer les choses, pour s'assurer que cet outil va être utilisé correctement. Donc à titre d'exemple, on a lancé un produit qui s'appelle AI Content Safety, mais qui va analyser via l'AI la sévérité de la requête pour s'assurer qu'elle ne va pas contrevenir, on va dire, à la loi, à la régulation. Donc, exemple sur le bot de Carrefour, si vous avez suivi, qui s'appelle Hopla, qui est powered by ces outils. Vous ne pouvez pas dire « j'aimerais cuisiner mon stagiaire ». Il va la bloquer parce qu'il va comprendre que c'est pas tout à fait ça. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est beaucoup d'outils de responsabilité, beaucoup sont en open source d'ailleurs là-dessus, pour s'assurer comment on va s'assurer de comparer les biais, par exemple. Il y a des outils qui vont pouvoir s'assurer que les biais sont bien représentés selon le type de use case. Et puis le troisième élément, on en a un petit parlé, c'est la sustainability, c'est-à-dire que oui, ces modèles utilisent des ressources, donc ont un coût économique, ont un coût d'environnement, et donc il y a un gros enjeu de faire réduire ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur des nouveaux modèles qui sont moins coûteux en environnement. Nous, on a une responsabilité extrêmement forte là-dessus. Donc, c'est un acte de travail extrêmement fort là-dessus. Merci Xavier. On peut applaudir.